Mesdames et messieurs, chers amis, je me trouve tout à fait à l'aise parce que il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Quand on était à un rendez-vous à Ouagadougou, on saluait, le président Sankara saluait les invités et il ne me connaissait pas, bien sûr. C'est la première fois qu'on se voyait et je me suis présenté au Benga. Il dit, ah, attention toi là, hein? Il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute. Il dit, bon, monsieur le président, mais le calendrier est très serré. Il dit, non, il faut qu'on discute, même demain, qu'on va poser les rails du chemin de fer, on va discuter. Bon, arrivé, on a posé les rails au chemin de fer pour aller vers Ouagadougou, vers la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais on n'est pas des ingénieurs, comment on va poser les chemins de fer là où le train va passer? Il dit, ça ira, il faut la créativité africaine. Et le souvenir m'est resté presque d'un frère, d'un ami, d'un copain presque. Il est président quand même. C'est un copain, la simplicité, la familiarité. Il vous décomplexe dès le premier mot. C'est vraiment rare de trouver ça quand on est au sommet du pouvoir. Donc quand nous vous voyons, madame, on ne sait pas vraiment quel mot vous dire. Vous devinez ce que nous disons à travers notre silence. Tout à l'heure, avant de partir au déjeuner, madame, avant, je crois, a présenté très brillamment la recherche scientifique, l'apport des savants. Bon, tous les films qu'on a vus, l'ambiance générale, tout ce qui se passe dans la salle, c'est vraiment... on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire, on répète, on ne fait que répéter, puisque nous avons à peu près la même vision, les mêmes mots, le même lexique, le même enthousiasme et la même foi. Donc, je m'excuse si je vais répéter certaines choses. Une autre anecdote, je me trouvais chez des amis à Washington, on dit, bon, on va aller à un hôtel, prendre un pot, etc. Et c'était l'hiver, et Maya Angelou arrivait, elle n'avait pas de manteau avec ses garde-corps. Mais moi, j'avais mon manteau parisien bien couvert. Elle m'a dit, donne-moi votre manteau, j'ai froid. Et elle a pris mon manteau, elle s'est couverte, on assistait à la soirée, à la musique, etc. Et au moment de partir, j'ai dit, mais enfin, c'est mon manteau, quoi, je n'ai pas d'autre manteau. Avec ses garde-corps et tout le monde, il dit, suivez-moi. C'est juste à la porte de sa chambre d'hôtel qu'il me donne le manteau. Il dit, vous pouvez le prendre maintenant, je n'ai plus froid, puis je rentre dans ma chambre. Donc, c'était aussi une grande dame, très grande de taille d'ailleurs, grand d'esprit, très dévouée, très simple aussi en même temps. Ça vous donne vraiment une simplicité des grands hommes de l'ambiance. C'est la même simplicité que je trouvais chez Cheikh Anta Diop, qui était plus âgé que moi, qui connaissait 1000 fois plus que moi. Mais chaque fois que j'avais un avis ou parfois naïf à lui donner, il écoutait. Il disait, c'est pas naïf, mais il écoutait tout. Vraiment, les grands hommes ont vraiment un esprit vraiment accueillant. Alors, cela dit, brièvement, je vais parler du panafricanisme, si vous voulez, et puis après de l'égyptologie très rapidement. Bon, tout à l'heure, Mme Sankara dit d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. C'est la question. Mais prenons 50 ans, 60 ans de vie africaine. Mais nous avons plus d'expérience que tous les autres peuples de la Terre. Pendant 50 ans, nous avons eu des pères fondateurs qui ont fondé les républiques, les pères fondateurs. Nous avons eu des présidents à vie. Bon, ils sont bien morts, mais c'était proclamé à l'époque président à vie. Bon, nous avons fait des partis uniques, là où tout un peuple, un seul parti, une seule opinion, un seul slogan, un seul. Et nous avons fait plusieurs partis en même temps, des partis familiaux, villageois, claniques, ethniques. On a tout fait. À un moment donné, il y a eu l'Afrique des colonels. C'est-à-dire, c'était la plupart des chefs d'État, par coup d'État, c'était eux qui dirigeaient le pays. Parce que les militaires sont droits, pas corrompus, ils font le métier, le boulot, donnons-leur la chance de diriger l'Afrique. Il y a eu à un moment donné l'Afrique des colonels.
Peut-être certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, mais ça existait, l'Afrique des colonels. Bon, on a fait des coups d'État. On a tué des leaders. On a fait des coups d'État contre Kwame Nkrumah. On a paralysé Sékou Touré. On a tué Cabral. Lumumba, n'en parlons pas. Boganda. Et le dernier, je pourrais dire, Sankara. On a donc tué les leaders. Le leadership africain était décapité. On a bloqué ceux qui promotaient le Jama, le Nyerere. On a bloqué. Mandela, près de 27 ans en tôle pour réclamer juste la dignité et la liberté et l'égalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi? On a chanté la gloire des chefs d'État africains par la mobilisation populaire de ce qu'on appelait autrefois les groupes d'animation. Donc quand le chef d'État passait, tout le peuple dansait pour lui. Ça s'appelait groupe d'animation. Bon, la Banque mondiale est venue. On a fait des projets. Le Fonds monétaire international est venu. On nous a donné soi-disant l'argent, puisqu'on est endetté, même très endetté, ce qui suppose qu'on a eu l'argent. Enfin bref, on a jeté des déchets toxiques, même nucléaires, sur le littoral du golfe de Guinée. Les gens en sont morts, mais ce sont les déchets de Côte d'Ivoire, ce sont les déchets d'Abidjan, et non les déchets de la Hollande qui les a envoyés. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il y a eu des mouvements des jeunes, les femmes se sont mobilisées, les syndicats étaient très forts, les syndicats de la classe ouvrière étaient très forts. On a fait beaucoup d'expériences. Pendant 50 à 60 ans, on a presque tout fait. Presque tout fait. Et l'Afrique n'avance pas. Et l'Afrique est endettée, très endettée. Et l'Afrique est pauvre. On a vécu de slogans, objectif 80, santé pour tous, maintenant c'est développement durable, c'est l'émergence, on ne sait pas comment on va émerger, mais enfin c'est l'émergence. Bref, il y a quelque chose, c'est comme un continent qui a fait toutes les expériences. Les autres n'en ont pas fait tant. On a connu tous les systèmes. De président à vie, président tout seul, présidentiel, président avec un premier ministre, président avec même 2, 3 vice-présidents. Il est président, mais il y a un premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président. Un pays avec 3 ou 4 présidents, 4 ou 5 premiers ministres. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Et nous sommes même le premier, par rapport à l'Europe, à donner un premier ministre femme. Il y a le président de la République ou empereur, et le premier ministre, c'est une femme. On a nommé, avant même la France, avant que le président Mitterrand nous nomme Edith Cresson Premier ministre, l'Afrique avait déjà nommé une dame Premier ministre, en RCA. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme expérience? Les coups d'État, les guerres civiles, les conférences nationales. On a tout fait. Et ça n'avance pas. Les États sont fragiles. On tue quand on veut. On envoie la CPI quand on veut. On répand les maladies quand on veut. On mange des poulets dont on ne connaît jamais les cuisses. On voit que les cuisses. Oui, on ne sait pas d'où viennent ces poulets. Donc même pour la santé des gens, la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Alors qu'un continent qui a des lacs, des fleuves, des cours d'eau, qui peut faire des choses extraordinaires. Mais il y a un problème, les schémas qu'on fait sont des mauvais schémas. On ne peut pas les continuer encore. Rien que ça. Mais on va aller où maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Une conférence nationale encore? Bon, on va faire quoi? Libérer qui est encore en prison? Oui, comment on va faire maintenant? Il n'y a aucun schéma. Tous les schémas sont usés, ça nous... Or, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il l'Europe ou l'humanité est conduite par l'Europe, les puissants, il faut être fort, puissant. Si vous êtes fragile, vous êtes ami ou quoi, ça ne compte pas. On vous écrase quand il le faut.
L'Europe ne tolère pas la fragilité. L'Europe ne tolère pas l'impuissance. L'Europe ne tolère pas, n'aime pas la faiblesse. Ils appelaient autrefois les chinoiseries. Aucun Européen ne dit maintenant les chinoiseries. Parce que la Chine est forte, puissante, et on dit discutons affaires. Discutons les affaires. On ne dit plus les chinoiseries qui mangeaient un bol de riz par heure, qui étaient le tiers-monde, qui étaient des vauriens, des bibelots. On ne dit plus les chinoiseries. Parce qu'ils sont forts. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de partenaire. Ça n'existe nulle part. Or, l'Afrique fait le NEPAD par des partenaires. Mais enfin, quel est le partenaire de l'Allemagne même? Ils font tout seuls. Quel est le partenaire de la France? Quel est le partenaire de l'Angleterre? Quel est le partenaire des États-Unis? Ou quel est le partenaire des Chinois? Mais l'Afrique dit que j'ai un projet, il faut que les bailleurs de fonds et les partenaires. Quel est le bailleur de fonds de la France? Ils sont déficitaires depuis au moins 30 ans. Ils ne sont pas aidés. Quel est le bailleur de fonds de l'Allemagne? Là où ils croisent les bras, ils ont des projets, et puis un bailleur de fonds, est-ce italien ou grec qui viendrait les financer? C'est la Grèce qui viendrait financer l'Allemagne? Mais l'Afrique croit encore à des mythologies comme ça, les bailleurs de fonds, les partenaires, ça n'existe pas. On a fait tous les schémas. Nous avons fait tous les schémas. Moi, je ne vois pas quel schéma qu'on peut faire encore. Une conférence nationale, un parti unique, on a tout fait déjà. Et ça ne marche pas. Les pays sont de plus en plus désorientés. Il faut donc changer carrément de perspective, carrément de changement. Créer un parti, que le Congrès devienne un parti politique, et vous nommez Mme Sankara chef du parti, et puis on dirige le pays. Pourquoi? Parce que, à supposer que les États-Unis ont dû donner l'exemple. Quand on attend, on dit que Simon Bolivar, en Amérique du Sud, dit que nous sommes tous espagnols, en tout cas on parle espagnol, à part le Brésil, mais ils comprennent, on est tous espagnols, on parle chrétien, on est ceci, unissons-nous, hein, faisons des États-Unis aussi de l'Amérique du Sud. On est même plus riche, la forêt, les mines et tout, on est plus puissant même. Les gens ont refusé pour telle raison. Mais où ils en sont? Ils piétinent comme tout le monde, comme le tiers-monde avec tant de richesses. Ça n'avance pas non plus. Ils sont dominés. Ceux qui ont fait les États-Unis à Philadelphie, le plus vieux, c'était Benjamin Franklin, il avait 80 ans. Le jeune qui venait après lui avait une cinquantaine d'années, Washington, qui serait le premier président. Les autres, les techniciens, les autres leaders là, avaient 30 ans, 33 ans. Madison, Hamilton, l'avocat de New York, avait 30 ans. Madison, qui serait le 4e président américain, il avait 33 ans à l'époque. Ce sont des jeunes qui ont fait les États-Unis. Ils ont décidé, faisons les États-Unis d'Amérique, faisons. Qui a tort? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on est corrompu? Faisons. Pas trop de problèmes, il n'y a pas de perfection ici-bas. Faisons ça, il sera une puissance. Après, on verra. Les autres ont refusé. Demandez à la Géorgie qui avait refusé, à la Floride qui avait refusé, qu'ils demandent leur indépendance maintenant. Ils vont accepter? Hein? La Géorgie va demander son indépendance, quitter les États-Unis d'Amérique. La Floride va quitter parce qu'ils ne voulaient pas être ensemble. Mais qu'ils quittent maintenant, ils vont accepter? Ils ne peuvent pas accepter parce qu'on a créé une puissance. Si vous créez les États-Unis d'Afrique, vous n'allez plus faire un petit barrage ici, un petit truc là. C'est des grands projets de développement. Vous allez faire un grand élevage pour nourrir nous-mêmes notre population. De Dakar, de la Mauritanie jusqu'à Namibie. Vous faites des compagnies de pêcherie. Nous avons des requins, des baleines, de la sardine, de tous les poissons du monde que les pétroliers sont en train de tuer maintenant. L'élevage.
Il y a des plaines, on peut fertiliser le Sahara, c'est des grands projets coûteux, mais on fait. Le Sahara, le Canaries deviennent fertiles encore. On crée des grandes universités de technologie, de sciences, etc., de grands espaces. On maîtrise le nucléaire. Si vous êtes faible, vous êtes écrasé. Donc, par précaution, on fait ça. On fait des grands projets. Il y a les élites intellectuelles africaines, il y a des juristes, il y a des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, des gens compétents dans tous les domaines, dans le tourisme, dans le commerce, dans l'esthétique, dans la musique, la chanson. On devient une grande puissance. Ça change tous les schémas, tout le monde y gagne. Même les présidents à vie, mais ils ne seront plus là, mais enfin, ils gagneraient aussi. Parce que le tapis rouge, ils ont eu, ça ne leur a rien donné. L'argent compte en Suisse, vous n'en bénéficiez même pas. Quand vous êtes mort, la Suisse bloque les comptes. Même votre veuve, vos enfants n'ont pas droit à cet argent-là. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien du tout. Pendant que vous êtes là, vous vous protégez avec des MiG, avec des tout. Mais après, quand vous quittez le pouvoir, c'est comme un petit chien qui va en fuyant. Donc ça ne sert même pas d'accumuler tant de richesses pour vous ou tant de défense militaire pour vous. Puis ça ne vous protégera même pas. Les schémas là sont vieux. On n'accuse personne. La jeunesse doit réfléchir sur d'autres schémas. Prendre les décisions qu'il faut. Ça ne sera pas nous, d'autres qui viendront, vont améliorer, vont changer. Mais on a loupé, on a fait l'Union africaine. L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Ou l'Union africaine maintenant. Mais c'est une structure même contre l'Afrique. Quand on tue un chef d'État africain qui a un exercice de l'Union en question, mais l'Union se tait, ne dit pas mot. Puisque Bruxelles finance. Il dit, je vous paye les loyers, les fonctionnaires, les Africains même ne cotisent pas. Bon, taisez-vous. Est-ce qu'on peut se développer? Est-ce que cette union peut représenter l'Afrique vraiment? Quand c'est financé par Bruxelles. Celui qui donne l'argent dicte sa politique. Il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de Mugabe, c'est un démon. Il ne faut pas parler de Sankara, c'est comme ça. Il ne faut pas parler d'un tel, il ne faut pas parler d'un tel. Moi, on parle de quoi alors? Donc, il est temps, les schémas, tous les schémas qu'on a fait là, ça ne marche pas. Tout pendant 50 ans, 60 ans, faites le bilan, même les coopérations, même les trucs, ça ne marche pas. Il faut complètement changer. Il faut précipiter l'État fédéral panafricain au niveau continental, qui d'ailleurs a déjà eu son président. Marcus Garvey s'était déclaré le président des États-Unis d'Afrique. C'est le premier président. Il est déjà là. Celui qui viendrait ne sera que le deuxième président. Oui, on attend que le deuxième président, le premier était là déjà. On attend que le deuxième président, il faut s'organiser. Il y a des responsabilités historiques à prendre, comme a dit Fanon. Vous voyez votre mission. Mais toutes les missions, déjà, les aînés ont fait ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. On va répéter leur mission. Notre mission de la jeunesse actuelle, c'est de créer une nouvelle condition, que l'Afrique soit forte et puissante. Si l'Afrique est faible, pas puissante, on a beau faire, soit disant les mondialisations, les BRICS, soit la mondialisation des choses comme... Mais la mondialisation, c'est un conflit d'intérêts économiques, commerciaux. On ne commerce pas, on n'est pas fort, on pille toutes les richesses. Le pétrole, le bois, les poissons, les ceci, on pille tout. Alors vous allez faire quelle mondialisation? Oh, le village planétaire, je veux bien, mais quel est le chef du village en question? Vous êtes toujours servant dans ce village, soi-disant village planétaire. Mais un village a toujours un chef. Vous êtes le chef de ce village planétaire? Non. Alors vous êtes bon à quoi? On est drogué par des mots. Mais émergent, c'est quoi exactement? Comment sera? Non, on dit, bon, écoutez, d'ici 25 ans, bon, on verra bien. On ne planifie rien, on ne fait rien. Il faut qu'on finisse. C'est presque de l'escroquerie politique. Donc, en attendant, là où on a, si on peut faire, il faut faire des grands projets panafricains. Voilà pourquoi j'essaie de convaincre les hautes autorités politiques de mon pays pour créer, je dirais même la plus grande université
du continent africain. Il y a l'espace, il y a l'argent, il y a la jeunesse, mais créer leur grande université. Là, on enseigne de tout, depuis la cuisine jusqu'à l'espace. On peut faire au moins ça. On peut faire au moins ça. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, très rapidement, c'est celui de l'égyptologie. Alors, l'égyptologie, c'est, au fond, c'est une spécialité de l'histoire. C'est-à-dire, c'est étudier l'histoire ancienne de l'Égypte pharaonique. Et cette Égypte pharaonique a duré à peu près 35 siècles de vie nationale. 35 siècles. Si vous comptez la France, depuis Clovis jusqu'à François Hollande, il y a combien de siècles? Hein? Même pas une vingtaine. Or, l'Égypte a duré 35 siècles indigènes. Les pharaons indigènes, locaux, nationaux, ont dirigé le pays pendant 35 siècles environ. Alors, ce royaume africain était localisé le long de la basse vallée du Nil, en Afrique orientale, nord-est. Et le Nil, débouchant tombant dans la Méditerranée, donc le long de la basse vallée du Nil, la haute vallée étant la Nubie, etc. Donc géographiquement, c'est une contrée africaine, géographiquement. Or déjà géographiquement, on vous enlève ça, on dit c'est le Proche-Orient. Mais le Proche-Orient, quelle est sa localisation géographique? On ne sait pas trop. Bon, si je suis au Japon, il y a l'extrême Occident, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Est-ce qu'on les appelle l'extrême Occident? Pourquoi on appelle les autres extrême Orient? Mais on devrait aussi appeler extrême Occident. Ça ne marche pas, la psychologie, non? C'est eux qui sont Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient, hein, Middle East, mais les autres, l'Angleterre, tout ça, l'Irlande, c'est l'Extrême-Occident. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Vous voyez bien que déjà c'est... Donc, ils veulent dire que c'est le Proche-Orient, Middle East, c'est des histoires. Quelqu'un a les limites géographiques de ça. C'est purement idéologique. C'est purement idéologique. Mais autrement, géographiquement parlant, physiquement parlant, concrètement, l'Égypte pharaonique était bien sur le continent africain. Donc, on balaye déjà l'argument, disons, géographique. Maintenant, ils étaient, des Noirs, on a créé une race brune. Donc, de tous les peuples méditerranéens, c'est la seule race brune. Les Grecs ne le sont pas, les Romains ne le sont pas, il n'y a que. Enfin bref, on a fait les dosages de la mélanine pour doser le taux de mélanine dans la peau. On a fait ça à Liverpool, on a fait ça à Manchester. On a publié ces études plus ou moins secrètement. Ces études disent parfaitement que la peau n'est pas brown ou dark, ils disent bien c'est black. C'est écrit comme ça en anglais. Cheikh Anta Diop a fait les mêmes dosages. Il a demandé au professeur Moni de venir les voir au laboratoire à Dakar. La mélanine, le dosage est très fort de la mélanine. Et le professeur Bilolo, ici présent, a étudié ce qu'Aristote a dit de Visou. Il a dit que les Noirs, les Égyptiens ne sont pas noirs. Les Égyptiens sont très noirs. Agan mélanès, ils sont très noirs. C'est Aristote qui le dit. Il a été là-bas. Bon, il y a beaucoup de témoignages de Hérodote qui a été là-bas, a vu les pyramides, a discuté avec les prêtres, pas jusqu'à Thèbes, etc., a vu tout le pays, les marchés et tout. Il a dit qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Alors, si vous habitez l'Afrique, on vous dit que vous avez la peau noire, très noire, que vous avez les cheveux crépus, tournés encore autour du bouchon. Si je prends un cheveu à moi, je mets sur la table, je prends un cheveu de blanc, je mets sur la table, on voit bien que mon cheveu se tourne, se contourne en tire-bouchon. Tandis que le cheveu des blancs est droit.
C'est ça, les cheveux crépus. Maintenant, on veut les défriser. C'est ça. Les dames veulent les défriser maintenant. Pour enlever les frises, on veut défriser. Bon, donc, quand vous habitez l'Afrique, vous avez la peau noire, les cheveux crépus, et d'ailleurs, d'autres auteurs ajoutent que vous avez le nez pâté, c'est-à-dire le nez simiesque, un nez de singe pâté. Bon, ça suffit, je crois, pour être noir, pour être africain. C'est tout. Parce que c'est un problème de vision, de physique. On voit que vous êtes noir, c'est tout. Que vous soyez, on ne juge pas moralement. Donc vous êtes noir, dit oui, d'accord. Ils sont bien en Égypte, d'accord, géographiquement. Ils sont noirs, bon, pas tout à fait comme vous, mais vous voulez, bon, d'accord. Mais il faut faire attention, il ne faut pas confondre langue, culture et race. On peut parler, on peut être tous de la même race, mais de cultures différentes. Parce que l'expression de la culture, c'est la langue. Les Égyptiens étaient noirs comme vous, ils étaient sur le continent comme vous, mais ce n'est pas la même culture. Parce que leur expression linguistique, la langue pharaonique, n'a rien à voir avec vos langues de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, etc. Ça n'a rien à voir avec les langues dites négro-africaines. Donc vous vous réclamez quelque chose au fond qui n'est pas réellement à vous. Voilà le débat. Et ce débat existe depuis 1844. C'est un Allemand, quand un Allemand écrit, pour détruire ce qu'il a écrit, il faut des siècles. Oui. C'est un Allemand qui, en 1844, Théodore Banffé, qui avait écrit ça. Il avait dit, mais sans preuve. Mais comme c'est un Allemand, bon, c'est très compliqué, le vocabulaire, la langue et tout et tout. Ça fait vrai, alors que c'est simplement une fausse complication. Mais les gens, bon, comme ils ne cherchent pas à critiquer ça non plus, il n'y a pas de pensée critique. Donc ils ont accepté. Et ça fait comme ça, on a créé donc la famille, comment ils appelaient ça, camito-sémitique. Bon, donc ça n'a rien à voir avec vos langues sahéliennes, voltaïques, etc. Bon, après, ils ont enlevé le mot camito-sémitique. Le premier professeur de Stanford, Greenberg, il a dit qu'il faut appeler ça des langues afro-asiatiques. C'est-à-dire, c'est des langues afro, parlées en Afrique. C'est le cas du berbère et de l'égyptien ancien, du couchitique. Mais en même temps, parlées en Asie, c'est le cas des langues sémitiques, l'hébreu, le babylonien, l'acadien, etc. Donc, c'est des langues afro-asiatiques. Et quand c'est fait aussi par les Américains à cause de l'ascendance culturelle et scientifique des États-Unis, bon, c'est aussi accepté les yeux fermés. Donc, on a accepté ça, les yeux fermés. Surtout par des non-linguistes, parce que ceux qui décrivent les langues africaines, ce n'est pas des linguistes, techniquement parlant. Ce sont des descripteurs de langues. Ils décrivent les langues, mais ce n'est pas de linguistes. Saussure, il a décrit les langues. Ferdinand de Saussure n'a décrit aucune langue. Mais c'est le linguiste, c'est lui qui a fondé la linguistique contemporaine. Il a décrit quelle langue? Phonétique, morphologie, de quelle langue? D'aucune langue. Mais il est le fondateur de la linguistique moderne. Parce que il faut penser ces choses-là. La description d'un enfant, après 3 semaines de trimestre à l'université, il peut décrire n'importe quelle langue. C'est la pure technique, ce n'est pas des linguistes. C'est des descripteurs de langue. Ils sont imposés comme linguistes sur le Wolof, le ceci, le Germaco, des choses comme ça. Ce n'est pas des linguistes. Ce sont des descripteurs de langue. Ils ne peuvent pas mener le débat scientifique. Moi, j'ai la chance d'aller à l'école de Saussure, là où on apprend qu'est-ce que la linguistique réellement, et puis la chance d'avoir le professeur Benveniste, il a décrit quelle langue. Il a fait la comparaison. Alors, on apprend techniquement. Au fond, même, je ne comprenais pas. Ils m'ont bien expliqué que ça se fait comme ça, comme ça. Alors, maintenant, c'était le débat qui restait. On a fait une grande conférence à Barcelone. Une grande conférence. Là où le professeur Bilolo était là. Et on m'a confronté avec un professeur linguiste, descripteur aussi d'ailleurs, de Los Angeles, UCLA. Il travaille avec les ordinateurs.
Elle avait 3 ordinateurs, il projette. Il a mis 1000 mots dans un ordinateur égyptien. Dans un autre ordinateur, 1000 mots de langue sémitique, acadien, babylonien. Et il demande à l'ordinateur, donne-moi les racines communes. Bon, l'ordinateur fait le boulot, trouve ça, ça marche. Ça, quand ça ne marche pas, il dit blank. Il laisse blanc, 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 blanc. Quand ça marche, il dit OK. Et il a exposé ça. Bon. Moi, j'ai dit, bon, moi, je suis plus fort que votre ordinateur. Ouais, moi, je vais, là où il a mis blanc, moi, je vais remplir. Il n'y aura pas de blanc, on verra bien. Et quand j'ai rempli ça, donc c'est comme un jeu d'enfant, quand j'ai rempli ça, j'ai dit maintenant, vous voyez, vu que l'ordinateur avait raison de faire les blancs beaucoup, parce que ça ne matche pas, ça ne va pas ensemble. Pourquoi vous n'avez pas sur votre ordinateur? Par idéologie. Votre ordinateur a dit non, ça ne va pas ensemble. Il fallait respecter. Et vous n'auriez pas trouvé votre afro-asiatique là. Mais comme vous forcez les choses, vous trouvez afro-asiatique. Bon, c'était tellement... Enfin, je le dis maintenant de façon polie, j'étais même gêné parce que c'est quand même un savant et tout. Bon, c'est quand même un collègue, bon, on ne peut pas descendre plus bas que ça. Hein? J'étais même moi-même très gêné, bon, j'ai arrêté. Et puis quand on est parti prendre le pot le soir, il disait oui, vous êtes affreux. J'ai dit non, c'est vous afro-asiatique. Il voulait faire le jeu de mots sur le mot affreux, afro-asiatique. J'ai dit c'est vous qui êtes affreux parce que vous devez abandonner l'afro-asiatique. Bon, c'était amical, mais enfin, techniquement, c'était gênant. Mais de bonne foi, arrivé aux États-Unis, il a changé. Il a dit, on s'est trompé, il a changé. Mais les autres n'ont pas changé. Ils ont continué, ils ont fait la guerre. Ils ont eu 49 auteurs. Ils ont un livre de 400 pages. Et ils ont attaqué Cheikh Anta Diop, Molefe Assanté, les Jeffries et tout. Ils ont attaqué tout le monde. Ils m'ont attaqué. Bon, moi, j'ai dit, moi, je réponds pour moi. Cheikh est mort, je réponds aussi pour lui. Je réponds pour nous deux. Voilà. Alors, c'était même... lisez les livres. Enfin, même leur dame l'on disait, ce n'est plus des singes au bord de la Seine. Hein, c'est des gens, il faut les respecter. Même c'était pénible à dire. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils prétendent connaître. Ils ne connaissent ni l'acadien en question, ni le babylonien, ni les langues sémitiques, l'hébreu, le phénicien, ils ne savent pas. Le palmérien, tout ça, la langue du Christ, l'araméen. Ils ne savent pas. Le syriaque, ils ne connaissent pas. Ils croient éblouir les gens comme ça en disant les langues sémitiques. On connaît les langues sémitiques. On connaît l'égyptien ancien. Hein? On connaît les langues africaines. On a la technique de la comparaison. Alors pourquoi ne pas faire le boulot? Donc au fond, ce débat est fini. De l'Égypte, noire, pas noire, africaine, pas africaine. Bon, il reste peut-être l'ignorance, mais autrement, comme a dit madame, bon, c'est fini maintenant, c'est déjà acquis. Mieux, il y a eu le colloque du Caire, puisque l'UNESCO a fait les 8 volumes d'histoire de l'Afrique, 8 volumes. Et Cheikh Anta Diop a dit, le 2e volume porte sur les origines africaines. Moi, je vais écrire sur l'Égypte antique. Alors, si j'écris, vous allez dire oh, les histoires de Cheikh Anta Diop, il faut qu'il y ait un débat international sur cette question de l'Égypte antique. Ça a eu lieu au Caire, en janvier et février 1974. Il y avait plus de 20 égyptologues. Cheikh Anta Diop était là, moi j'étais là. Plus le président Senghor avait dépêché un journaliste sénégalais, Pape Diop, qu'on serait battu pour qu'il fasse le rapport. Bon, moi j'étais là, j'ai vu, on a discuté, il y a le rapport. Mais que dit le rapport? Sur le truc des peaux noires ou quoi là. Bon, dites le contraire d'Hérodote, dites le contraire d'Aristote ou de tant d'autres, ou de la mélanine, des laboratoires, il n'y a pas le contraire. La culture, eux-mêmes ils ont reconnu. Les langues, même Sonoron, qui était l'un des meilleurs grammairiens, a reconnu nos travaux, appréciés. Ils ont dit même qu'il y a eu des résolutions. Donc ce problème-là, toutes les thèses fondamentales défendues par Cheikh Anta Diop dans la Nation Agriculture ont été validées pendant le colloque international au Caire. Il n'y avait que 2 Africains, non, 3 même, un Soudanais. Un Soudanais, Abdallah, professeur Abdallah. Bon, quand on a commencé le débat, Cheikh avait dit le mot peut-être Égypte noire, Kemet noire. Abdallah se lève et dit que non.
professeur Cheikh Anta Diop, vous avez tort. Le mot Kem ne veut pas dire noir en égyptien ancien. Alors moi qui dormais un peu, je me réveille. J'ai dit, mais cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe? Mais Kem veut dire noir, non? Abdallah insiste. J'ai dit, ah, c'est aussi un savant, on ne sait jamais. Ici, il n'y a pas d'apprenti. Cheikh Anta Diop, il s'énerve un peu, ce qui était rare chez Cheikh. Il avait un self-control. Mais je le voyais déjà s'énerver. Il a dit, écoutez, Monsieur Sonoron, vous êtes ici parmi nous le meilleur grammairien. Prononcez-vous. Si vous ne vous prononcez pas, moi et Obengan, on quitte vos trucs, on s'en va. Mais c'était grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sonoron a dit, bon, effectivement, ça veut dire noir, etc. Après, moi, je suis parti voir Abdallah. J'ai dit, mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Tu sais bien que c'est ça, tu contredis pour contredire, c'est ridicule, c'est pas sérieux, quoi. Et chaque fois qu'il me voit dans les coms, il dit, oh, comment va le professeur Cheikh? Je dis, il ne te salue même pas. Alors, le mot Égypte, c'est un mot grec. Et les Toutankhamon, les Ramsès, les pharaons ne connaissaient pas ce mot Égypte. Ils ne connaissaient pas le mot Égypte. Alors, comment appelaient-ils eux-mêmes dans leur langue leur pays? Leur pays, comment ils appelaient ça? Alors, ils appelaient leur pays par le mot Nta ou Ntsi, c'est-à-dire le pays, notre pays, comme on dit notre nation. Il y avait ce mot-là. Le double pays, la haute et la basse Égypte, Taoui. Bon, ils appelaient leur pays par le mot Kemet, c'est-à-dire le pays noir. Comme vous dites l'Afrique noire. On ne dit pas l'Afrique noire parce que la terre est noire. On dit l'Afrique noire parce que la plupart des habitants là-bas sont de peau noire. Voilà, ça s'oppose à l'Afrique blanche, si l'on veut. Donc, ils appelaient leur pays le pays des Noirs. Eux, eux-mêmes, ils s'appelaient Kemtiou, c'est-à-dire nous, les nègres, les Noirs, au sens propre du terme. Les Noirs, les nègres, Kemtiou. Nous sommes des Kemtiou. Par rapport, bien sûr, à la Méditerranée blanche, aux Asiatiques, aux Grecs, etc., on s'identifie, c'est ça l'identité dont on parle aujourd'hui. Ils se sont identifiés comme Noirs dans leur propre langue. Le copte dit ça. Hein? Ce sont des hommes, des Romains. Lomé, Mouloumi, Lomi. L'homme, c'est ça le mot qu'on retrouve partout. Au Cameroun, tout l'homme, l'homme, le mari, l'homme, ça a évolué, mais ça veut dire l'homme. C'est le même mot exactement. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, la bataille est plus ou moins close. Que l'Égypte antique appartient bien au monde culturel, à l'univers culturel africain, négro-africain, si l'on veut. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut étudier maintenant cet Égyptien, cette Égypte antique. Étudier la langue, étudier les pharaons, les fondateurs de ça, les Narmer, les Ménès, il faut étudier. D'ailleurs, on dit même, quand on dit en français, le roi s'appelle Narmer, par exemple. On ne comprend pas bien. Mais en fait, il s'appelle le poisson électrique. Nous avons des noms comme ça en Afrique. Je m'appelle le poisson électrique parce que dès que vous le touchez, il vous électrifie. C'est-à-dire il est fort, il se défend. C'est un poisson électrique. Il y a des reines qui s'appellent Kemsit, c'est-à-dire la négresse. Nyapi, Mundombi, quoi. Elle s'appelle comme ça, c'est la femme d'un pharaon. Elle s'appelle Kemsit, la négresse, la noire, elle est égyptienne à 100%. Il y a des femmes qui avaient des bibliothèques. La reine Ti avait une bibliothèque privée. La reine Hatshepsut faisait les fards de beauté, les parfums avec le lotus dans ses appartements elle-même. C'est écrit noir sur blanc. Elle faisait des parfums. Donc le fameux parfum là avec les lotus, ce n'est pas l'histoire qu'on copiait. Les Grecs n'ont pas de parfum, n'ont pas d'encens.
cette dame-là, Pharaon, fabriquait les parfums, les fards, les lotions, etc. de beauté dans ses appartements, dans son palais. C'est écrit noir sur blanc. Oui. On fait un complot contre un pharaon. Une femme veut placer son fils comme pharaon, avec quelques conseillers. On découvre le complot. Le pharaon Ramsès, il dit, bon écoutez, bon, il y a la justice. Allez à la justice, au tribunal, juger ces gens. Le pharaon, il pouvait dire non, ils m'ont voulu faire les condamner. Non. Il a dit, mettez-les, que la justice se prononce. Ce sont mes conseillers qui ont fait ça, un tel, et pourtant on est ensemble. Bon, faites la justice. D'autres par honte, au moins un ou deux se sont pendus eux-mêmes, par honte. Mais la justice a eu cours, il n'était pas intervenu. Que la justice ait lieu. Dans l'Égypte antique, il n'y a pas de prison d'État. Socrate est mort en prison d'État. On lui a donné la ciguë, on l'a condamné à mort par vote démocratique. Les 11 ont voté, un vote d'ailleurs pas très majoritaire, et il a été quand même condamné à boire la ciguë parce qu'il corrompt la jeunesse et il ne respecte pas les dieux de la cité. Il a été condamné pour ça, à mort, peine capitale, en prison d'État, à boire la ciguë. Il n'y avait pas encore les chaises électriques, donc on donnait la ciguë. Mais en Égypte, il n'y a pas une prison d'État, privation de liberté d'État. Pourquoi les Égyptiens? Il y a la punition. Tu as volé, tu as fait du mal, on punissait. La punition existe, mais pas la peine capitale ni la prison d'État. Pourquoi? Parce qu'un être humain, il est sacré. Il a d'abord son nom. Son nom est un nom sacré. Tout à l'heure, on a dit que le nom, c'est le destin de quelqu'un. C'est le destin. Il y a en lui son cas, c'est-à-dire un élément spirituel qui le met en connexion avec l'univers entier. Il y a son bas, c'est-à-dire l'espèce de double, son âme. Il y a le shouti, il y a beaucoup d'entités spirituelles dans l'être humain. Il n'y a pas que le corps et l'âme, il y en a beaucoup. Et le mettre en prison, signifie qu'on met aussi ces entités spirituelles en prison. Donc on met le divin en prison. Parce que l'Égypte antique, aujourd'hui nous choisissons entre l'esprit et la matière. On est matérialiste, on est spiritualiste. Entre les deux, l'Occident a tranché entre matière et esprit. La civilisation pharaonique, il combine quelque chose qui est comme matière, quelque chose qui est comme esprit, les deux à la fois. Donc voilà pourquoi on n'arrive pas à faire les pyramides. Rien qu'avec l'esprit, tu ne peux pas. Rien qu'avec la matière, tu ne peux pas. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. Qu'ils avaient ensemble. Le divin était presque apprivoisé. C'était presque ce que nous appelons miracle. Pour eux, ce n'était pas le miracle. Ils avaient cette puissance-là. Et aujourd'hui, nous avons séparé. Depuis Descartes, on ne fait que raison, raison, raison. Quand on ne fait pas ça, c'est miracle, c'est superstition, c'est la magie noire, c'est les trucs bantous, c'est le fétichisme africain, et c'est l'animisme, etc. On qualifie mal avec les trucs. Il reste que la raison pure et dure. Que même les philosophes ici, les Kant, Hegel, etc., ont même critiqué les Lumières. Il n'y a pas que la raison. Il y a le sentiment et la sensibilité. Mais l'Europe a fait que cette voie-là. Les autres ont fait aussi cette voie un peu, quelque chose qui n'est pas matière, quelque chose qui n'est pas... Même aujourd'hui, dans le CNR à Genève, on ne voit pas cette matière, mais on voit que la trace qu'elle reste. Quel est ce phénomène-là? C'est plus ou moins spirituel, la matière. Les Égyptiens avaient la connaissance de cette chose-là, qui est matière, esprit à la fois, les deux combinés, que l'Occident a séparés. Et ceux qui avaient étudié ça, à l'Égypte pharaonique, sans être égyptiens ou africains, sont devenus des grands dans l'histoire de l'humanité. C'est Thalès, c'est le fondateur de la science en Occident, en Grèce, pour s'interroger sur l'univers. Il a eu ça là-bas. Eux-mêmes, ils le disent. C'est Pythagore. Parce que pour les Égyptiens, le monde est nombre. Le monde est un nombre qu'il faut déchiffrer.
Et Pythagore a trouvé cette solution-là. Platon a trouvé qu'il y a le monde actuel, mais il y a le monde des idées. C'est un monde divin, le monde des idées. Et ici-bas, c'est plus ou moins la concrétisation matérielle, gauche, la droite, de ces idées-là. Autrement, la perfection, c'est les idées. Mais l'Égypte avait ces deux ensemble. Comment vous allez faire la pyramide? On a dit tout à l'heure, on ne sait pas comment on a fait, on ne peut pas imiter, etc., etc. Les Allemands ont eu la permission, ont fabriqué des robots. Ils ont envoyé à l'intérieur des pyramides, les robots, pour voir avec les lasers. Hein? Et l'un des robots a été cassé 2 fois. Il ne pouvait pas franchir un mur. Ils ont voulu faire 3e fois, le gouvernement égyptien a dit non, ça a arrêté. Il faut voir le bateau qui a amené le cadavre de Khufu, de Khéops, hein, pour l'enterrer. À Gizeh, il faut voir le bateau sur lequel le Nil, etc. Mais rien que quand vous voyez là, vous dites c'est pas un homme. C'est pas un homme, quoi. Il y a quelque chose de... Même il est mort il y a des millénaires, mais il y a quelque chose il y a un environnement terrible. On a... je sais pas, on a peur. Et vous avez la momification. Donc, quelqu'un qui est vivant au temps de Moïse dans la Bible, Moïse. Et vous voyez son corps intact. Ramsès II, son corps est là. Le père de Ramsès II, Séti Ier, son corps est là. Les autres Ramsès, son corps est là. La mère, etc. Le corps est là, vivant. Enfin, vivant, mort, momifié. Hein? Quelle est cette civilisation? Même Mao, on est obligé d'enterrer les Lénines et tout ça, les Mao, parce qu'on n'arrive pas à bien momifier, ça produit des champignons, on est obligé de les enterrer. Mais la momification égyptienne est là. Encore quand on fume les cigarettes, on lève le coca, on a les détruit, mais malgré tout, l'air est pollué, mais malgré tout, il résiste encore. Voyez-vous, c'est une civilisation puissante. Donc, alors, quand tout le monde connaît cette civilisation, il y a des livres, il y a des trucs qu'on peut connaître, etc. Mais le problème, c'est que pendant Ekiano, Oladaou Ekiano a dit que l'esclavage ne détruit pas seulement le corps, mais détruit l'esprit. Ça détruit l'esprit. Tu n'as pas de nom, tu t'appelles Jackson ou quoi, tu n'as pas de famille, tu fais les enfants, les vends. On achète quelqu'un à tel prix, nigre to be sold. On vend l'homme, etc. Et vous arrivez dans un univers kafkaïen, un univers impossible. Et ça détruit complètement les êtres humains. Donc on n'y croit plus à rien, on ne sait pas à quoi ça sert, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la vie, comment d'autres êtres humains peuvent vivre le code noir pendant 2 siècles. Même si tu es chrétien, on te jette dans le cimetière des païens. Tu as volé, tu es enceinte, on sort dans la Bible ici, puis on regarde comment on pend une femme enceinte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Ou bien elle a refusé les appels du maître. Elle mérite pendaison. C'est incroyable cette civilisation-là. Donc, alors quand on fait comme ça, là, ça crée chez l'Occident une mauvaise conscience. L'Occident, les Européens ne peuvent pas aimer l'Afrique. Vous avez beau faire. Parce qu'ils ont cultivé des choses, c'est impossible à faire. Ils ne peuvent pas, globalement, ils ne peuvent pas. Il y a le tréfonds, c'est impossible. Et du coup, on vous enlève l'histoire, ce que Cheikh Anta Diop appelle la falsification de l'histoire africaine. Ça a été falsifié. Vous n'avez pas d'histoire, parce que quand même c'est mon esclave. Bon, je dis que les pharaons, c'est lui. Bon, c'est que les pharaons donnaient la civilisation. C'est une contradiction. Donc il faut gommer. Vous n'avez pas d'histoire. C'est nous qui vous donnons tout, hein, comme on a dit tout à l'heure, l'habillement, tout le gouvernement, l'économie, tout ce qu'il faut, quoi. Autrement, vous-même, vous n'avez rien. C'est grâce à l'Occident que vous êtes venus ceci. La falsification. Parce que plus vous partez, plus vous voyez que cette souffrance même devrait nous blinder. Mais ils ne veulent rien savoir. Voyez-vous, le problème, c'est que un problème, il ne s'agit plus de condamner même l'impérialisme, le colonialisme, etc. Il faut savoir que si vous êtes fort,
Si vous êtes puissant, on vous respecte dans ce bas monde-là. Mais si vous êtes faible, vous avez beau faire, vous avez être ami, vous avez beau faire, des conseillers, ils viennent, ils vous font l'Afrique en marche. Quelle Afrique en marche? Tantôt ils disent que l'Afrique a le sida, l'Ebola, tantôt l'Afrique est pauvre, très endettée, ils disent à l'Afrique en marche, ils se moquent des gens. Qu'est-ce qui est en marche en Afrique? Quand ils polluent, tout le golfe de Guinée, le pétrolier pollue tout, depuis Pointe-Noire jusqu'à partout il pollue. Le golfe au Nigeria c'est pollué, le delta. Et ça c'est l'Afrique en marche. Ils financent les coups d'État, ça c'est l'Afrique en marche. Non, je crois que dans ce bas monde-là, les Chinois, voilà la géopolitique, les Chinois bâtissent la Chine. Ils ont leur programme, ils ont fait la longue marche, ils ont fait le bambou, le rideau de bambou, ils ont développé le nucléaire, les sous-marins, l'espace, l'économie, ils se battent, ils se développent, ils s'ouvrent maintenant l'Europe. On construit comme ça. Même la Russie, c'est une grande puissance. Ils interviennent, on ne peut pas les bousculer facilement. L'Inde aussi se fait. Bon, les Arabes essaient de se reconstruire avec tous les problèmes qu'on connaît. Bon. L'Amérique latine, autant de il y avait l'idée de Mercosur, etc., je crois que c'est tombé. Mais en fait, ils veulent aussi essayer de bâtir quelque chose ensemble. Les États-Unis sont des plus grands stratèges. Ils sont d'abord États-Unis, tout seuls, puissants. Ils développent avec le Mexique, le Canada et les États-Unis. En cas d'eux, on est ensemble. Question de visa, de ceci. Le dollar, on va au Canada sans visa, on fait ceci. Il dit, on fait donc le Mexique, États-Unis en cas d'eux. Troisième scénario, ils font le Congrès américain. Donc avec tous les États américains, Cuba y compris. Tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique des îles, il s'appelle le American Congress. Ils sont le Congrès américain, ils se réunissent régulièrement. Les États-Unis jouent encore sur l'Atlantique, l'Alliance Atlantique. C'est les chefs de l'OTAN que De Gaulle avait quitté. Sarkozy a réintroduit. Ils sont à l'OTAN. Donc, nous sommes pourtant l'océan Atlantique, mais nous ne sommes pas partis de l'OTAN. Trop faibles. Ils sont à l'OTAN. Les États-Unis jouent sur le tableau des Pacifiques, les pays pacifiques. Ils sont avec la Chine, le Japon, les Coréens, c'est le Pacifique. Ils se retrouvent pour discuter les problèmes du Pacifique, les pays du Pacifique. Ils sont dedans. Donc, ils sont dans le monde entier, vous voyez bien. L'Afrique n'est dans aucun scénario de demain, que ce soit militaire, sécuritaire, scientifique, on n'est dans aucun scénario. Dans aucun scénario. Alors donc, les voies les tapis, les pères fondateurs, c'est un mauvais schéma. Il faut abandonner ce schéma. C'est pénible, mais il faut l'abandonner. Il faut faire la propagande maintenant, développer les idées de l'État fédéral. C'est la seule issue. C'est trop tôt, on ne sait pas. C'est trop tard, on ne sait pas. C'est jamais trop tard ni trop tôt. Ce n'est pas même des questions. On n'a pas fait les États-Unis trop tard ou ni trop tôt. On a trouvé qu'il faut faire, on verra bien. Et ils ont fait ça. Les Obama peuvent jouer les jeux, ils deviennent présidents. Parce qu'on fait, mais ça ne finira pas avec nous l'Afrique. Les gens vont redresser les programmes, vont redresser ceci. Le tout est de faire pour être puissant. L'Afrique a besoin d'être puissant, même pas de développement, parce qu'on ne se fera jamais développer. L'Afrique a besoin de puissance, comme ça, vous jouez votre carte de façon autonome. Ça sera difficile. Pourquoi? Parce que si l'Occident ou l'Europe sent que l'Afrique se retire un peu, ils vont commencer à faire une violence extrême, à tuer les gens, les jeunes, etc., faire des rafles, etc. Parce qu'une puissance africaine qui va dire non, nous ne voulons pas que vous venez faire la pêche en Mauritanie, prendre les poissons comme ça. Non, nous ne voulons pas que vous traversiez, que tous ces bateaux qui vont en Afrique du Sud ne traversent pas tous ces sous-marins-là. Ce sont nos océans, dans nos eaux territoires, on ne veut pas. Le pétrole, nous-mêmes, nous pouvons le faire. Le ceci, nous pouvons le faire, etc. Bon, l'uranium, Areva, le premier nucléaire du monde. Mais vous ne voyez pas que c'est... Il n'y a pas une seule...
un grain d'uranium en France. Mais Areva est premier mondial. Ils prennent ça gratuitement, presque gratuitement au Niger. Mais si nous disons que c'est à l'État fédéral, c'est à nous, on ne prend plus ça comme ça. Donc l'Occident va subir la puissance africaine. On ne va plus être exploité pour faire leur force. On fait notre propre force. On n'est plus leur main-d'œuvre gratuite. Donc ils vont pas accepter ça. Ou s'ils acceptent, c'est la nouvelle génération accepte, disant bon, discutons. On a été quand même colonie, on a été ensemble. Bon, discutons. Bon, d'accord, on discute à égalité. Mais il n'y a pas imposé aux gens. Ça sera dur. Mais c'est la seule voie. C'est la seule voie. On a tout essayé. La seule voie. Donc, nous avons un passé glorieux. C'est l'Égypte antique. Il y a Zimbabwe. Il y a le Ghana, Mali sont rares. Il y a les civilisations des Ashanti. Il y avait de l'or là-bas. Les tapis étaient en or. Les lits étaient en or. Les gens le disent. Les bouddhistes décrivent ça. Nous avons les Yoruba, grande civilisation. Ils viennent de l'Égypte. Ils en sont conscients. Les Ibo, le Bornou Kanem, c'était des grandes puissances. Les Sonra, il y avait le royaume de Kuba, de Luba, de Congo, le Monomotapa au Zimbabwe ancien. Il n'y avait pas de vide. Au Cameroun, non seulement les Njoya, tout ça, mais il y avait des royaumes, des grandes chefferies. Il n'y avait pas de vide. Si vous avez la Grand Lac, il y avait le Bunyoro, Boutara, Bouganda, il y avait des royaumes là-bas. L'euro était sacré, comme en Égypte. En Éthiopie, la même chose. Partout sur le continent africain, il n'y avait pas de vide. Les hommes ont dirigé, les femmes ont dirigé. Beaucoup. C'est une femme qui a mené les Akans en Côte d'Ivoire. Ils sont devenus les Baoulés. La reine Zinga, au Monomotapa. Non, la reine Zinga. En Angola, au sud de l'Angola, a tenu tête contre les Portugais, une femme, avec ses troupes, la reine Zinga d'Angola, de Matamba. Il y a eu des femmes partout au Sénégal qui ont dirigé le royaume Wolof. Et la femme une historienne du Mali a étudié les femmes du Mali. Mais quand j'ai lu le livre, il y a une femme du Mali, Véloré, qui était avec l'un des rois là, etc. Mais elle connaissait le Coran par cœur et elle s'occupait aussi de la bibliothèque du roi en question. Ça existe parce que c'est nous qui ignorons. Donc les femmes ont une puissance extraordinaire sur le continent africain. Il faut qu'elles reviennent à leur rôle, il faut qu'elles reviennent au rôle de leaders. Elles étaient leaders. Elles ont dirigé des royaumes, des troupes militaires contre l'ennemi. Ils ont formé les Africains, donné l'éducation, donné la vertu, l'éthique. Donc on a quand même des valeurs sur place. On a des richesses, vous les savez tous. Les diamants, le bois, les forêts, les lacs, les poissons, l'agriculture, l'élevage. Il faut faire... Mais c'est le Kenya qui fournit les fleurs maintenant. Les fleurs, c'est au Kenya. Même la Hollande vient planter ça au Kenya maintenant. Les tulipes et tout, là, que ça ne pousse pas, ça pousse. Hein? Il y a le rhinocéros blanc au Madagascar. Il y a tout sur le continent africain, tout. Alors, il suffit maintenant de dire, nous travaillons, ceux qui veulent nous aider, de nous aider à nous émanciper, à faire notre force. Bon, on accepte. Si c'est les Chinois, on accepte. Si c'est les Européens, on accepte. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut plus dominer, que chacun veut faire sa force. C'est comme ça que le congrès panafricain, vous avez assez fait, la jeunesse, vous avez dit qu'il faut diffuser ça, il faut créer maintenant un parti politique du congrès panafricain, un parti politique avec des sections un peu partout sur le continent africain. Et de temps en temps, ceux qui ont les moyens ou l'habilité de trouver des fonds, on se rassemble et sur le continent africain. Ça va donner une autre perspective. Parce que vous ne travaillez pas pour un pays, vous ne travaillez pas la jeunesse d'un pays, c'est la jeunesse africaine, c'est la jeunesse panafricaine. Ce sont des femmes panafricaines, c'est des leaders panafricains. Ça va donner une autre manière de voir. Et ça sera infiltré, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Donnez-nous les papiers. Qu'est-ce qu'ils gèrent? Comme les Black Panthers ont été infiltrés. Les Black Panthers ont été infiltrés. Bon, le parti Congrès panafricain sera infiltré aussi. Il
faut s'y attendre. Voilà pourquoi il faut développer votre sécurité, vous développer les services d'espionnage. Or là, nous traversons sans espionnage même, sans sécurité. Et tout est ouvert. On ne fait plus comme ça. On ne fait plus comme ça dans ce bas monde. Voilà, on peut continuer. C'est des choses qui se recoupent, ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des savants. Ce que Mme Sankara qui a posé des questions pertinentes, d'où nous venons, où nous en sommes, où nous allons, c'est très important. Et chacun dessine son avenir, au moins retenons. Chacun dessine son avenir comme il l'entend. Il n'y a plus de recevoir. Et je crois que si nous le faisons, la mémoire de Mandela, de tous nos morts, la mémoire de tous nos ancêtres, connus ou inconnus, les Bogandais, etc., la mémoire du continent africain, qui est la mémoire humaine, sera... et le monde va changer. Parce que ce n'est pas par hasard que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Si le hasard de l'évolution a fait que l'homme est né sur le continent africain et que c'est de l'Afrique que l'homme est parti à la conquête des autres continents et bientôt à la conquête de l'espace, et c'est ce qui est un peu colossal, l'univers est immense, etc. Ben, nous sommes partis de cette histoire, de cette aventure humaine. Nous sommes partis de ça. On ne peut pas désister parce qu'on a subi l'esclavage, on a subi la colonisation, on a subi l'apartheid, on a subi tous les... etc. Au contraire, ça doit nous donner plus de force encore de dire, attention, si nous sommes faibles, on sera encore esclaves dans le monde tel qu'il va. Si nous sommes forts, on va nous respecter. Et si on nous respecte, on respecte aussi l'humanité. Puis nous sommes humains comme les autres. Nous ne faisons pas la guerre, nous ne faisons pas la conquête, nous ne faisons pas le mépris ou le dédain. Et nous aimons les autres frères de l'humanité. Donc nous voulons bâtir une autre humanité différente et non plus d'exploitation. Et comme nous sommes les richesses, le réservoir de l'humanité, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas encore, nous sommes les richesses, ben, nous pouvons encore aider l'humanité à se développer avec nos richesses. Donc au fond, l'aventure que nous jouons n'est pas une aventure égoïste, n'est pas une aventure, disons, cloisonnée, repliée sur nous-mêmes. Au contraire, plus l'Afrique est forte et belle et extraordinaire, et plus le monde jouira de la puissance africaine. Tandis que nous ne jouirons jamais de la puissance occidentale, parce que c'est une puissance de domination. C'est ça l'idéologie qui est l'arrière-plan, de dominer les autres, qui n'existent pas, c'est moi qui commande. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à faire même l'Europe, parce qu'ils veulent dominer les autres. L'autre veut dominer la Grèce n'en veut pas, l'Allemagne veut dominer les trucs, ils veulent dominer les autres. Maintenant, c'est le couple, on ne peut pas faire l'Europe avec deux couples, couple franco-allemand, quel couple va faire? C'est des histoires, tout ça. Bon, je laisse les 5 minutes pour le débat.